Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va découvrir le feu avec Caresse et Abantos. Mais vous savez que dans toutes mes vidéos, séances commentées et les autres également, il y a toujours une trame, un fil conducteur, et aujourd'hui, on va se focaliser un petit peu plus sur la façon dont l'humain est très souvent violent, sans le savoir, dans sa communication, mais également dans sa compréhension. Souvent parce que justement, il ne pense pas assez cheval, il ne comprend pas assez cheval, et c'est vrai que c'est parfois très très dur de se mettre dans les pieds du cheval pour savoir comment il ressent les choses, et ça, voilà, j'en ai déjà parlé évidemment dans plusieurs vidéos précédentes. On commence tout de suite avec la réponse à la petite question que je vous avais posée dans le short qui est sorti cette semaine, où vous avez vu, je vous remets les images ici, Abantos qui bâillait très très fort, pendant que je m'occupe de Caresse, et je vous avais demandé, qu'est-ce qu'Abantos ici est en train de nous communiquer? Ça induisait un petit peu en erreur parce que je vous ai déjà souvent dit que quand je viens détendre Caresse, que je viens lui faire des massages, Abantos vient souvent se décontracter à côté. Mais ici ce n'est pas ça. Si vous observez bien, on voit qu'Abantos n'est pas vraiment détendu. Il gratte également un petit peu. On est plus dans de la frustration, dans de la demande. Et de nouveau, tout s'observe avec le contexte que je vais vous donner maintenant, et tout s'observe de manière globale. On ne regarde pas qu'un signe, un cheval qui bâille, ok, mais à quelle fréquence? Est-ce qu'il est tendu? Comment est le reste de son corps? Il faut vraiment toujours regarder le cheval au global. C'est comme un autre exemple, quand je vous dis les yeux cessent de cligner, souvent c'est un cheval qui vient se figer, se renfermer, si on a en plus l'encolure qui monte, là c'est clairement que la tempête est vraiment en train de monter à l'intérieur, on a de la tension qui monte plus. Mais de nouveau, si au contraire on a des yeux qui clignent beaucoup trop de manière vraiment frénétique et rapprochée, là aussi ça peut être un signe de cheval qui rentre dans un début de renfermement. J'ai un cheval pour qui le renfermement s'exprimait de cette manière-là. Donc voilà, toujours bien observer chaque cheval, indépendamment des autres, et toujours bien observer par rapport au contexte. Et toujours quand on a un cheval qui se renferme, on s'arrête, on s'éloigne, on décontracte et on repropose. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? Je vous l'ai dit, de la frustration, de la demande. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça faisait déjà 2-3 jours de suite au final que je ne prenais que Caresse, que je n'avais pas sorti Abantos, parce qu'à chaque fois j'avais les cours pour Caresse et puis ensuite je devais partir parce que je devais donner cours ailleurs, et donc du coup le timing se prêtait absolument pas. Le jour où je l'avais sorti, il pleuvait, on était tous les deux pas du tout dans le bon mood, j'étais pressée par le temps, lui était stressé également de son côté avec le changement de temps, du coup la séance s'était clairement pas bien passée, j'avais préféré l'écourter. Et du coup, ça je vous en avais parlé également dans plusieurs autres vidéos, quand je m'occupe comme ça un peu moins d'Abantos par rapport à Caresse, ou vice versa, il y a clairement de la frustration, un cheval qui est en demande. Et donc là, j'étais venue dire mon bonjour au pré, j'avais commencé par Caresse parce qu'elle était là en premier, et tout de suite on a Abantos qui est venu, et là clairement le message était complètement dirigé vers moi, il me disait « viens t'occuper de moi, viens me dire bonjour à moi aussi ». Et on voit, dès que je viens vers lui, hop, il se détend, et dès que je retourne vers Caresse, il va recommencer à demander à ce que je revienne. Et donc là, on n'est pas du tout dans de la décontraction, on a un cheval qui bâille, mais c'est de la frustration. C'est une sorte de comportement de substitution, pour faire sortir son stress. Et donc, oui, un cheval peut tout à fait apprécier être avec vous, passer du temps avec vous, clairement c'est le cas de Caresse et Abantos. Alors oui, un cheval qui vient vers vous quand il est au pré, ça peut être parce que vous venez avec des bonbons, de la nourriture, ça peut être aussi parce qu'il s'ennuie dans son pré, parce qu'il n'a pas de copains, il n'a pas de stimulation, il a juste un carré d'herbe, avec peut-être éventuellement plus assez à manger, ou pas d'abri, pas d'endroit où il peut s'en sentir serein, ou tout simplement, pas d'occupation à proprement parler. Et donc quand il vous voit arriver, c'est sa seule occupation de la journée, mais ça peut être aussi parce que vous lui apportez quelque chose en plus, une interaction différente. Ça je vous ai dit, il y a souvent des chevaux qui dépriment, même s'ils sont en troupeau, qui vivent leur meilleure vie avec leurs super copains, mais qui dépriment quand on les met à la retraite, parce qu'ils ont plus cette interaction qui était différente avec l'humain, qui leur apportait une stimulation différente, une communication différente, et c'est quelque chose de riche aussi pour eux, et qui peut devenir quelque chose de très important, et que les chevaux vont même venir rechercher. Et donc là, dans l'exemple qu'on a vu, oui, Abantos n'était pas bien dans sa peau à cause de moi, parce que ça faisait quelques jours que j'étais plus focalisée sur Caresse que sur lui. Et donc ça, c'est aussi une forme de violence, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qu'il a mal vécu dans ma façon d'agir par rapport à lui. Donc vous allez voir, dans cette vidéo qui s'est
plein de petites choses comme ça, où on peut en effet avoir un comportement violent sans penser à mal, mais simplement, voilà, toujours penser, se mettre dans les pieds du cheval, comment il vit cette situation. Donc là, bah voilà, je vais tout de suite vous présenter cette très belle séance avec la découverte du feu pour Caresse et Abantos. Petite parenthèse juste pour vous dire en fait ce qui m'avait donné l'idée de cette séance, bah, c'est en fait que j'avais fait une formation qui était offerte par mon boulot pour devenir auxiliaire de première intervention, et ça faisait suite au premier module de formation que j'avais fait également il y a quelques mois pour devenir bah voilà, secouriste. Là c'était le second module où on apprenait en cas d'incendie, en cas de feu, quels sont les gestes qui sauvent, et notamment tout un tas de conseils au niveau de quel extincteur utiliser sur quel type de feu, comment utiliser l'extincteur, comment attaquer le feu, etc., etc. Et donc pendant cette formation, on avait utilisé ces fameuses torches que vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre. Et donc voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée. Et puis voilà, en plus, quand on sait un petit peu plus comment maîtriser le feu, on se sent un petit peu plus à l'aise aussi pour se dire bon bah maintenant on peut aller introduire ça auprès des chevaux parce que voilà, je sais que je ne prends pas de risque en agissant de telle et telle manière. Hein. Donc voilà, le feu avec les chevaux, c'est pas quelque chose que je vous conseille de reproduire absolument. C'est pas quelque chose à prendre à la légère et à faire n'importe comment. Attention, hein, voilà, c'est pas parce que vous voyez ça dans la vidéo qu'on reproduit ça à la maison. D'ailleurs, si ça vous intéresse, et après voilà, je referme cette parenthèse, j'ai pu apprendre également lors de cette formation un petit peu comment je vais pouvoir équiper mon écurie au niveau de tout ce qui est détection incendie, mettre des types de détecteurs silencieux déjà qui vont pas sonner mais qui vont donner une alerte sur le téléphone pour ne pas faire peur aux chevaux, mettre des détecteurs plutôt de type thermique et optique plutôt que des détecteurs de fumée, et également quel type d'extincteur mettre dans une écurie. Écurie qui dit bois dit fourrage, on a donc des types de feux secs, donc c'est des feux de type A, on a plusieurs types de feux, et sur les feux de type A, qu'est-ce qui marche très bien? C'est notamment les extincteurs de type mousse. D'autres extincteurs marchent aussi très bien, mais voilà, le mousse c'est le mieux, contrairement au type poudre qui peut vraiment faire beaucoup de dégâts au matériel, notamment à tout ce qui est électrique. Alors voilà, si tout ça vous intéresse, je peux vous proposer d'en faire une vidéo à part au moment où voilà, on sera dans la construction de l'écurie, etc. Je peux vous faire une vidéo à part sur la protection incendie au niveau des écuries. Voilà, dites-moi si ça vous tente et on pourra en parler un petit peu plus en détail. Donc sans plus attendre, on se lance maintenant dans cette belle séance avec le feu. Donc je vous laisse découvrir ces belles images. Comme d'habitude, on y va de manière très progressive, pas tout à fait pareil pour Caresse qu'avec Abantos. Avec Abantos, on est un petit peu plus dans le mouvement en avant. Abantos aime beaucoup également relâcher dans le mouvement, alors que Caresse va plus relâcher en venant s'arrêter. Et on vient découvrir ça petit à petit.
Je ne vous répète pas ici tout en détail, c'est un petit peu comme on avait fait dans la séance avec la découverte des grands voiles. On procède un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que au début je vais venir présenter la torche aux chevaux, et donc c'est toujours les chevaux qui viennent découvrir. Si jamais je sens qu'il y a de la tension à n'importe quel moment, je vais me reculer directement avec la torche. Ça, c'est exactement pareil dans toutes les approches qu'on fait avec n'importe quel objet, même avec un objet de tous les jours, la selle, qui peut justement provoquer des tensions quand un cheval a un petit peu des douleurs quelque part, associer les séances montées à quelque chose de négatif, ou simplement parce qu'il n'a pas spécialement envie d'être monté aujourd'hui, toujours être à l'écoute des tensions. Si le cheval se tend, on recule, on décontracte et on repropose. Si vraiment on a une grosse tension qui ne passe pas, c'est peut-être que, justement comme je vous disais dans les vidéos précédentes, qu'il faut creuser du côté souci physique. Et donc c'est comme ça que grâce à ces façons de procéder là, en étant dans la communication, on peut voir des soucis physiques bien avant qu'ils deviennent graves. Ça, je vous en avais parlé justement dans la vidéo précédente. On est toujours dans cette idée de chercher le consentement dans ce qu'on fait. Quand le cheval dit non, ça ne veut pas dire qu'on arrête tout, c'est juste qu'on doit poser notre question différemment, qu'on doit voir les choses différemment, présenter différemment, venir décontracter avant de redemander. Donc voilà, l'approche se négocie toujours, c'est toujours le cheval qui nous dit quand c'est ok pour lui ou quand tension, et quand il faut donc que nous on recule avant que lui n'en prenne l'initiative. C'est pareil, ça je vous en avais déjà parlé, dans la négociation du contact physique, c'est exactement la même chose. Petit rappel rapidement aussi, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais je vous remets ici les images avec Caresse. Je sais que dans plusieurs vidéos j'en ai parlé, je vous ai montré ça avec des chevaux que j'ai travaillés, mais c'était parfois filmé un petit peu de loin, on ne voyait pas toujours très bien, donc expressément je vous ai refilmé ici la négociation du contact physique. Donc on voit vraiment que je procède par niveau, par stade, donc je m'approche un petit peu, je viens souffler. Si j'ai de la décontraction, je ravance d'un pas. Si j'ai de la tension, je reste là, voire je recule. On peut le voir également dans la vidéo. Décontraction, j'avance, je viens ressouffler. Et à chaque fois, je viens vraiment marquer l'arrêt à chaque zone. À chaque zone d'approche, je m'arrête. Et je négocie mon entrée dans la zone suivante en venant décontracter, en venant souffler. Si j'ai une décontraction en retour, c'est un oui, j'avance. Si j'ai une tension, c'est un non, j'arrête là. Où je recule. Et vous voyez que ça ne m'empêche pas de ravancer après. Et donc, pareil, ensuite, quand j'arrive vraiment en proximité, j'avance avec la main, je viens souffler. Si j'ai de la décontraction, je continue à avancer la main jusqu'à venir au contact contre l'épaule du cheval. Toujours faire ça, évidemment, en demandant le regard. Tout le long de ces franchissements de zone, il faut avoir vraiment cette connexion avec le regard. Le contact physique, c'est souvent vécu comme un envahissement par le cheval, parce que il est mal compris, il est mal introduit. Ça se négocie, c'est comme pour tout. Les chevaux, ils se le proposent entre eux aussi en négociant. Plus le cheval est sage, plus le cheval va négocier le contact. D'ailleurs, un cheval qui est vraiment leader, qui est vraiment très sage, il a des conversations très propres, très douces, très négociées. Il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Ça, on l'a déjà dit. Un cheval qui crie et qui domine un petit peu tout le troupeau par la peur en mordant tout le monde, c'est le plus mauvais leader qui soit. Et donc apprécier le contact physique, ça s'apprend, et ça peut même devenir une source de calme et de décontraction. Souvenez-vous le toucher calmant que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et j'avais également fait ce petit sondage où je vous demandais si selon vous, le cheval préférait être touché sur l'avant-main ou sur l'arrière-main, et je vous avais répondu dans une précédente vidéo, un cheval qui n'a pas l'habitude du contact, il va préférer être abordé, être touché sur l'arrière-main plutôt que sur l'avant-main. Et donc ici, pareil, un autre petit exemple avec notre poulain que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Pour travailler le contact, on va procéder de la même manière, notamment au niveau des pieds. Pour travailler la prise des pieds, il faut que ce soit le cheval qui donne les pieds et pas nous qui prenons le pied. Mais on voit sur les images ici que quand on vient toucher, enserrer le membre avec notre main, on a un réflexe d'opposition, ce qui est normal chez un poulain. Le cheval va tout de suite passer dans la fuite, retirer son pied, et ou venir s'opposer à notre contact. Et donc pour ça, pareil, on travaille progressivement en agrandissant petit à petit la zone de confort du cheval à son rythme en venant négocier ce contact. Donc c'est-à-dire qu'il faut séparer le travail en deux phases. D'abord, le contact sur la jambe, à l'arrêt, qui doit être accepté, pas juste toléré, et même apprécié. On vient travailler toujours cela avec le regard, avec le cheval qui est avec nous éventuellement en s'aidant, avec un petit jeu d'éveil, et on va venir proposer un contact vraiment comme une caresse, comme si on voulait brosser. Le poulain connaît déjà le pansage, notamment le brossage des membres, donc c'est déjà bien,
Mais le contact avec une main nue, c'est un petit peu différent. Donc on vient l'habituer, petit à petit en venant caresser d'une zone qu'il apprécie ou qu'il connaît bien, et puis petit à petit en allant vers la jambe, d'abord juste en caressant, petit à petit en mettant un petit peu plus de pression, et puis en habituant, en enserrant vraiment la jambe avec notre main, en imitant un petit peu le mouvement qu'on va avoir quand on va tenir la jambe pendant qu'on cure le pied. Et donc là voilà, on voit ici sur les images qu'on a déjà ce mouvement qui se passe bien, on arrive à enserrer la jambe sans problème. Donc ça c'est vraiment la première étape, que ce mouvement d'enserrer la jambe soit tout à fait accepté sans souci. Et puis après, on va pouvoir la lier au moment où on demande le pied. Donc on va demander le pied, le cheval lève, ok, ça il connaît bien, et petit à petit, on va venir l'associer au contact. Donc au début, on vient juste poser légèrement la main, une fraction de seconde, contre la jambe, sans la retenir, sans chercher à prolonger le contact, et surtout, on vient enlever la main avant que le cheval retire sa jambe ou vienne s'opposer. Ça, c'est très important. Si ça se passe bien, que le cheval est décontracté, la prochaine fois, on peut toucher un petit peu plus longtemps, la prochaine fois, toucher avec un petit peu plus de pression, et la fois d'après, commencer à venir enserrer le membre, au début vraiment avec les doigts ouverts de manière très légère, et puis après en mettant un petit peu plus de pression. Mais ça, de nouveau, au rythme du cheval. Comme pour le contact au début qu'on a fait à l'arrêt, le contact avec la jambe en l'air, c'est pareil, c'est le cheval qui donne son rythme. On arrête le contact avant que le cheval retire sa jambe, et on agrandit la zone de confort petit à petit. Donc si au début la zone de confort, c'est à peine frôler la jambe, on part de ça. On s'arrête dès qu'il y a tension. Exactement comme je vous ai montré, avec le feu, avec tout objet impressionnant, dès qu'il y a tension, on recule. Là c'est pareil, il y a tension, on arrête, on retire tout de suite le contact, on se recule. La fois d'après, on peut proposer un petit peu plus, et on peut proposer d'autant plus qu'on s'est arrêté au bon moment la fois d'avant. Plus on met du temps à s'arrêter, plus on force le contact, plus la fois d'après, on a du mal à aller plus loin parce qu'on a été au-delà de la zone de confort. Dans tous les cas, quand on est dans une situation de nouvel apprentissage, quand le cheval ne comprend pas, il faut vraiment être réactif pour pouvoir expliquer autrement de suite et ne pas demander 10 fois de la même manière. Que ce soit parce que le cheval n'a pas compris, ou parce qu'il se tend, parce qu'il est en train de dire non. Toujours important de voir cela, de redécontracter, de passer par une autre petite demande simple pour obtenir un oui, et d'expliquer différemment ce que le cheval ne comprend pas. Je vous avais donné notamment l'exemple d'un cheval qui ne comprenait pas le fait de venir toucher la balle qui était posée sur un cône, alors on était passé sur poser d'abord la balle sur la main. On explique simplement différemment. À partir du moment où le cheval est acteur, il peut donc apprécier le jeu, l'exercice. Il est acteur car c'est lui qui nous guide pour, notamment ici dans l'exemple qu'on a vu, cette phase de venir approcher le feu. C'est lui qui donne son rythme. Et bien sûr, pour que ça devienne un jeu, il faut que tout le monde puisse comprendre les règles, y compris le cheval. Et donc c'est pour ça que la notion de compréhension est vraiment importante. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Quel est le but? Quelle est l'action attendue? Et également respecter son rythme. Et après, quand c'est appris de cette manière-là, les objets qui pouvaient être impressionnants deviennent un jeu, et ça peut donc permettre ensuite au cheval d'apprendre d'autres choses grâce à ces objets. C'est le principe de tous les jeux d'éveil en target, et je vous montre ici un autre petit exemple avec une élève que vous avez déjà vue avec son poulain, où je vous avais dit, avec le poulain, on est vraiment dans l'apprentissage ludique. Et donc là, mine de rien, on va lui apprendre à marcher à l'épaule, sans en avoir l'air, grâce au bâton. C'est un bâton qu'on lui a appris à venir toucher dans le jeu, et après quand on vient marcher avec le bâton en main, le poulain a envie de rejoindre le bâton, a envie de venir le toucher, à condition évidemment que l'humain soit dans cette idée de jeu, de partage, et pas juste, focalisé sur son bâton, évidemment. Et donc la première appréhension de l'objet a été transformée en un véritable jeu qu'on peut amener à travers les apprentissages. Et ça c'est possible parce que le cheval est acteur, le cheval sait qu'il peut proposer, le cheval sait que ça se fait à son rythme, donc il n'est jamais envahi, et donc le cheval ose faire des choses. Et c'est pour ça que on a ce cheval qui ne subit pas seulement le bâton en n'y réagissant pas parce qu'on l'a désensibilisé et qu'on lui a appris à ne pas en avoir peur, mais un cheval qui a envie d'aller vers. Et donc avec cette envie d'aller vers, avec cette émotion-là, on peut travailler beaucoup plus de choses. Et c'est pareil évidemment avec le travail au niveau du feu.
Maintenant que ces petits rappels sont faits, également pendant cette séance où on a travaillé avec le feu, on travaille également avec une zone de repli. Qu'est-ce que c'est une zone de repli? C'est une zone où on va pas du tout travailler. On va pas du tout y avoir de feu dans cette zone-là. De toute la séance, il y aura jamais de feu, il y aura jamais de demande par rapport à ça, et le feu ne va jamais entrer dans cette zone. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire une zone de repli pour toutes les séances avec son cheval. Moi, je ne le fais pas forcément parce que j'ai mis plutôt en place des codes pour que mon cheval puisse me dire stop ou encore. Souvenez-vous, cette séance avec Caresse où on avait travaillé les sessions en liberté et à la longe où elle venait poser son nez sur ma main pour me dire stop, et à ce moment-là, on venait faire une pause. Des séances comme ça, un code comme ça va suffire. Également, quand on travaille sur l'herbe, ça, je vous en ai déjà parlé également, on peut avoir un code pour dire au cheval « Stop, maintenant tu relèves la tête de l'herbe » et un code pour dire « Tu peux brouter ». Quand on travaille sur l'herbe, c'est toujours hyper important de ne pas frustrer le cheval. Et donc d'avoir des moments où on va le laisser brouter. Donc soit on choisit une zone dans notre piste en herbe ou dans notre champ en herbe où on dit « À cet endroit-là, tu vas pouvoir brouter » et c'est que dans cet endroit-là, et quand on sort de cet endroit-là, on va faire des choses ensemble. Ou alors on peut faire comme moi je fais plutôt avec mes chevaux, parce que quand on change régulièrement d'endroit, quand je travaille sur l'herbe, c'est que c'est dans des champs, et donc c'est jamais spécialement dans le même champ. Donc du coup, c'est plutôt avec un code. Tu peux brouter, ou stop, maintenant on arrête. Et comme ça, il n'y a pas de frustration, et tout le monde se comprend. Parce que ça aussi, c'est violent, en fait, de faire travailler un cheval sur l'herbe, de l'empêcher de brouter, et de se dire, c'est normal, en fait. C'est comme si vous avez travaillé dans un champ de bonbons. C'est quand même important, par moment, d'avoir quelques minutes où vous pouvez en profiter. Sinon, on a full frustration. Mais donc là, avec le feu, les codes stop, arrête, c'est bien, mais j'aime aller un petit peu plus loin et avoir vraiment, du coup, physiquement, cette zone de repli, cette zone de la carrière, où on sait que là, il ne se passe rien. Et que le feu, justement, reste à distance, et donc en cas de panique, parce qu'il n'y a pas eu là, mais s'il y avait eu panique, on a vraiment, du coup, cette zone qui est associée au repli, à la pause, et on n'a pas donc un cheval qui panique au complet et qui veut sortir de la piste si jamais, à un moment donné, il y a vraiment du stress qui monte par rapport à ça. Voilà, la zone de repli, c'est vraiment un concept essentiel, que ce soit quand on travaille le cheval, qu'on peut avoir du coup par cette code, par cette communication, ou vraiment quelque chose de physiquement. Et également, c'est important que le cheval ait ça auprès avec ses congénères, qu'il ait une zone de repli. Et donc là, plutôt un endroit physique, mais également qu'il puisse aussi le communiquer à ses congénères, mais du coup là, il faut vraiment qu'il ait un endroit physique pour pouvoir justement s'isoler du groupe, s'éloigner du groupe, pour pouvoir dire aux autres, maintenant stop, j'ai besoin de mon moment tout seul, maintenant stop, j'ai besoin de m'isoler un petit peu. Oui, clairement, les chevaux, même si ce sont des animaux grégaires qui vivent en troupeau, ils ont besoin aussi de se retrouver un petit peu à l'écart du groupe, toujours avec le groupe en vue, évidemment, mais pas collé aux autres. C'est un besoin vraiment essentiel. Domino, elle avait clairement ce besoin, elle aimait bien être dans son coin le plus possible. Surtout après, quand le cheval devient un petit peu plus vieillissant, que justement, il est souvent un petit peu plus écarté du groupe, parce que un petit peu plus faible, et donc il a d'autant plus besoin d'avoir son coin un peu tranquille. Donc c'est pour ça que de nouveau, on en revient toujours à ce attention aux prés un petit peu trop étroits, attention au paddock paradise où il n'y a que des chemins et qu'il n'y a qu'une seule zone de vie. Et donc tous les chevaux ils se retrouvent au même endroit et que sinon pour s'isoler c'est que dans les chemins, c'est pas terrible. Là. Voilà pour la zone de repli, aussi voilà une forme de coopération dans notre séance où on vient du coup toujours faire la pause au même endroit.
parce qu'on est bien évidemment toujours sur le travail des émotions, travailler sur ce que le cheval ressent et pas sur ce qu'il fait. Évidemment, là, il passe entre les torches enflammées, c'est super, mais ce qui compte, c'est pas qu'ils le fassent, c'est comment ils le font. Moi, ce que je veux, c'est que mes chevaux le fassent dans le plaisir, dans la décontraction. Si j'ai pas ça, ça me sert à rien. Ça aussi, c'est de la violence en fait, de faire passer un cheval sur une bâche, sur un obstacle, dire bah voilà, il est passé. Oui, mais comment il est passé? S'il est passé dans la contraction, dans la tension, ça aussi c'est une forme de violence. Quelque part, en fait, on l'a un petit peu obligé à le faire. Alors, obligé, soit par renforcement négatif, parce qu'on l'a poussé dans les jambes, parce qu'on l'a poussé avec le stick, mais aussi par renforcement positif. Comme je vous l'ai déjà dit, on l'a attiré avec une récompense à forte valeur, une grosse carotte. C'est pour ça que moi, j'utilise toujours mes petits bouchons de foin là qui font même pas un demi-centimètre, qui sont vraiment tout petits, que je donne pour récompenser les exercices qui sont un petit peu nouveaux, un petit peu compliqués, donc souvent ce que je vous montre en vidéo évidemment. Mais voilà, ça aussi, venir avec une récompense alimentaire à haute valeur ou venir avec un jeu d'éveil qu'on place un petit peu trop loin de la zone du confort du cheval pour l'obliger à venir jusque-là et pour que le cheval prenne sur lui pour venir faire le jeu, pour venir prendre la carotte parce qu'il en aura tellement envie que du coup, il va aller un petit peu au-delà de ce qu'il peut faire, il va se sentir forcé pour aller chercher cette récompense. Et donc là, c'est pareil, c'est aussi violent. Donc oui, attirer un cheval avec une carotte, si c'est pour le faire passer sur une passerelle qui le traumatise absolument, et que le cheval fait ça au final juste pour la carotte, oui, c'est violent également, parce que le cheval ne l'a pas fait vraiment par choix, il l'a fait parce qu'il y avait la carotte au bout, et peut-être pire encore, parce que vous rendiez très inconfortable la zone éloignée de cette fameuse passerelle, comme on l'a vu beaucoup dans cette ancienne méthode qui consiste à on fait travailler, chasser les hanches au cheval quand il est loin de la passerelle et quand il s'en approche, là tout de suite, on vient faire la pause. Idem quand vous rendez inconfortable, quand le cheval s'éloigne de vous, c'est exactement le même principe. C'est en fait ne pas laisser le choix au cheval, soit il vient avec vous, soit il passe sur la passerelle, soit c'est très inconfortable. Donc voilà, quand on découvre des choses, on essaie toujours de le faire de manière ludique, en écoutant le cheval. Alors bien sûr, on fait tous des erreurs, j'en fais également, on en fera tous encore. Là, j'essaye vraiment de vous mettre en lumière plein de comportements que je suis sûre on a déjà tous fait un jour. C'est pas dramatique, c'est juste bien de s'en rendre compte et de voir un petit peu les choses différemment. Donc voilà, on rend ludique chaque chose et on valorise le cheval, parce que c'est très important aussi de tenir compte de son besoin de reconnaissance. Et ça, c'est un besoin dont on parle très peu. Des chevaux chez qui le besoin de reconnaissance n'est pas rempli, c'est des chevaux qui viennent un peu ternes, moins expressifs, un petit peu apathiques, le regard un petit peu vide, parce que c'est des chevaux qui ne sont pas vus, qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas pris en compte. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, qui n'ont au final pas vraiment le choix. Et puis aussi, c'est des chevaux qui n'ont pas vraiment une place et une existence au sein d'un groupe, que ce soit au sein de leur troupeau, mais également avec l'humain. C'est important de donner une place au cheval, de lui montrer qu'il a un rôle avec nous, qu'on l'écoute, qu'il peut devenir un vrai partenaire, et qu'au final on a besoin de lui autant qu'il a besoin de nous, et qu'on est vraiment dans cet échange, et qu'il a vraiment une place. C'est pas juste, hop, je vais dans le box, je me licole à mon cheval, je le traîne jusqu'à la piste, je le brosse sans le regarder, je le monte 10 minutes ou une demi-heure, et hop, je le retape dans le box. Là, pour lui, le cheval, il a aucune place. Il est simplement, de nouveau, dans cette session, il est juste de nouveau dans, je subis un petit peu ce qu'on fait. Toujours se dire, qu'est-ce que pense le cheval de ce qu'on fait? Comment est-ce qu'il vit les choses? Comment lui rendre agréable les choses? Déjà en le valorisant, en lui montrant qu'on écoute ses opinions. Et de nouveau, c'est pas parce qu'un cheval ne s'oppose pas qu'il est d'accord. Il a très bien pu apprendre à faire les choses sans s'opposer, c'est pas pour autant qu'il est d'accord avec ça. Et donc valoriser son cheval, lui montrer qu'on est fier de lui, qu'on est content de lui, c'est très important. Et c'est pour ça que ce lien avec le regard est très important, pour avoir cet échange de regards et pour pouvoir transmettre au cheval toutes nos émotions positives et à quel point on est fier de lui. C'est quelque chose qu'il est tout à fait capable d'emmagasiner. Et petit à petit, ça je l'ai vu chez Abantos et également chez d'autres chevaux, c'est des chevaux qui après deviennent fiers d'eux, contents littéralement de ce qu'ils font. Une fois que le cheval se sent valorisé, il se sent plus en sécurité, plus en confiance, parce qu'il a justement une place. Également, il va sentir qu'il est écouté, donc il va se sentir plus serein, plus décontracté. N'ayez pas peur d'abuser de la voix de félicitation, n'ayez pas peur d'abuser du bonjour auprès, de lui parler, de lui sourire, de valider chaque bonne réponse, chaque bonne intention, et d'être vraiment sincère après la séance
prendre le temps de venir remercier son cheval sincèrement avec bienveillance. C'est plein de petites choses anodines, mais de nouveau qui changent tout. Prendre en compte voilà, ce que le cheval ressent, un exemple tout bête, apprendre au cheval à venir gérer ses émotions, à venir l'accompagner dans son début de séance avec tous les petits rituels que je vous ai déjà montrés, venir lui montrer qu'on vient sécuriser l'environnement avec nos regards, avec nos mains, qu'on vient l'apaiser quand le cheval est en posture d'évaluation. Tout ça, ça va vraiment mettre le cheval dans de bonnes conditions pour après venir travailler avec nous en séance, bien mieux que de le faire se défouler en longe. Faire courir le cheval en cercle en le chassant avec la chambrière, ça n'a aucun sens. Venez plutôt décontracter son mental, vous placer en harmonie avec lui, plutôt que de chercher absolument à le faire courir. Moi, j'ai jamais fait courir mes chevaux avant aucune de mes séances, que ce soit Domino, Caresse, Abantos, ni aucun autre cheval que j'ai travaillé. Et j'ai jamais eu de chevaux explosifs sous la selle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont prêts mentalement. Et même si c'est des chevaux qui ont beaucoup d'énergie, Abantos, si vous regardez les vidéos d'il y a 4-5 ans en arrière, quand on sautait des parcours qui faisaient plus du mètre. On était vraiment sur des gros obstacles. C'était un cheval qui avait et qui a toujours beaucoup d'énergie. Je ne l'ai jamais fait courir avant mes séances. Donc voilà, ça aussi c'est une aberration pour moi. Et donc voilà, je vous le disais en début de vidéo, oui, souvent on est violent avec son cheval sans le savoir, parce qu'en fait on est démuni, on veut bien faire, mais qu'à un moment donné, on sait tellement plus quoi faire qu'on finit par tomber vraiment dans la violence, vraiment dans s'énerver parce qu'on est en colère entre nous-mêmes au final, parce qu'on n'y arrive pas. Mais aussi des fois on tombe dans la violence simplement parce qu'on ne sait pas, et parce qu'on suit simplement des professionnels qui font comme ça, et on se dit, voilà, si les professionnels font comme ça, c'est que ça doit être juste. Beaucoup de professionnels que je vois autour de moi, il y a beaucoup de très beaux discours, où les concepts sont vraiment justes. Si on prend un exemple, par exemple, le changement de focus, c'est un concept que vous allez retrouver chez beaucoup de monde. Et on va se dire, c'est super, ouais, le changement de focus, c'est important pour remettre le cheval avec nous, etc., pour remettre le regard sur nous, voilà, moi aussi je vous parle du regard, mais faites attention aussi à voir les nuances, à savoir lire entre les lignes, parce que souvent, on va entendre un très beau discours, et puis après, quand on va voir la mise en pratique, qu'est-ce qu'on va voir ? Que c'est complètement mal utilisé. Peu importe qu'on le demande avec le contact physique, ou avec le suivi de main, comme je le fais moi la plupart du temps, mais voilà, de nouveau, ça m'est arrivé de le faire aussi avec le contact physique avec certains chevaux. Voilà, le principe reste toujours d'attirer le regard vers nous. Ça, ok. Mais l'élément essentiel, c'est de laisser au cheval le temps de regarder ce qui l'inquiète. Comme je vous dis toujours, on regarde également. On dit au cheval, ok, on a vu, on a noté que tu as vu ça. On vient expirer pour lui dire, ok, c'est rien du tout, tu vas pouvoir détourner ton regard. Et à ce moment-là seulement, on demande le changement de focus. Je vois trop souvent chez beaucoup de professionnels, le changement de focus, ça devient un envahissement au final du cheval. Et on est là, regarde ailleurs, regarde ailleurs, regarde ailleurs, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Et le cheval, on n'arrête pas de lui dire tout le temps, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. En sachant qu'en plus, le cheval, naturellement, je vous ai déjà dit, il a un regard qui balaye, il va pas donc être 100% fixé sur vous. Après, avec le travail, ça peut venir. Voilà, avec Caresse, on a vraiment une fixité du regard qui est impressionnante, elle sait se concentrer très longtemps. Mais que ce soit avec Caresse ou avec n'importe quel autre cheval, si je suis tout le temps en train de lui dire regarde-moi, 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 la tension va simplement monter. Donc oui, le changement de focus est important. Oui, je ne vais jamais rien demander sans avoir le regard de mon cheval, mais je vais toujours veiller avant tout à la décontraction. Si le cheval est sur autre chose, sur l'environnement, je vais d'abord noter ça, je vais le laisser regarder, le laisser se dire ok, c'est rien, grâce à mon aide, grâce à ma respiration, mais je ne l'empêche pas de regarder. Idem avec les jeux d'éveil, ça voilà, je vous en ai déjà parlé énormément aussi. Le jeu d'éveil, je vois de plus en plus de gens utiliser la balle avec le cône, c'est super. Mais attention, si on le place trop loin, comme je vous disais tout à l'heure, de la zone du confort du cheval, qu'on met le cône avec la balle au bout de la bâche, alors que le cheval n'est jamais passé sur une bâche, pour forcer le cheval à passer sur la bâche s'il veut jouer à son jeu, là aussi c'est un petit peu du chantage, c'est un petit peu de la violence. Donc voilà, il y a beaucoup de très beaux discours, mais toujours bien observer en pratique comment les choses se font, parce que des fois c'est sur des petits détails comme ça qu'on peut se dire « Ah oui, le concept au final, il n'est pas bien compris, le concept, il n'est pas bien appliqué, et du coup ça devient violent. » Exactement comme le contact physique. Si le contact physique est mal négocié, ça peut aussi devenir de l'envahissement, ça peut aussi devenir violent. Également au niveau des concepts mal utilisés, la voix. Alors là, on a moins de risque d'être violent avec la voix. Si la voix est mal utilisée, elle sera juste pas efficace, mais là aussi, des fois, moi, je vois même dans mes élèves des gens qui me disent « Oui, mais moi, la voix avec mon cheval, ça ne marche pas. »
parce que là aussi elle est mal utilisée. Si la voix est toujours sur le même ton, toujours monotone, ça j'ai pas mal d'élèves comme ça qui me font une voix au final tout le temps d'encouragement. Et il n'y a jamais de voix de félicitation qui relâche, et il n'y a jamais vraiment de voix très claire d'interpellation. Et donc le cheval au final, bah, il écoute plus, ça fait un bruit de fond. Donc c'est vraiment important de faire la différence dans chacune de nos voix selon l'émotion qu'on veut faire passer. Enfin, voilà, ça vous le savez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. La voix d'interpellation, l'ordre, voix affirmative, marche, ensuite on encourage, voilà, très bien, super, et ensuite on vient monter dans les aigus pour la félicitation. Dans certains cas, on peut venir vraiment dans les aigus plus longtemps, si on est vraiment dans l'idée de laisser chercher en fait le cheval, et qu'on n'est pas dans une réelle demande, mais vraiment dans un jeu et qu'on cherche ensemble, ça c'est possible, mais voilà, de nouveau c'est un petit peu particulier. Et ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, je ne vais de nouveau pas me réétaler là-dessus. Mais voilà, la voix, bah pareil, mal utilisée, dans la pratique, ça peut ne rien donner. Important aussi de bien l'associer au regard, hein. Si on parle mais que le cheval ne nous regarde pas, bah, ça sert pas à grand chose. Si pas de connexion avec le regard, la voix n'atteindra pas le cheval. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Si on veut envoyer une voix de félicitation, si on veut envoyer de la valorisation, le fait qu'on est fier du cheval, pour l'atteindre, il faut qu'on aille cet échange de regard. Pareil pour la décontraction. Et ça, c'est la première étape lors des plis. Quand je vous dis toujours, on commence avec les petits plis à droite, à gauche par le suivi de main. L'idée, c'est pas de faire des plis à votre cheval à droite, à gauche. Oui, évidemment, ça l'assouplit. Mais c'est surtout pour instaurer déjà le suivi de main et la connexion avec le regard. Le but du pli, c'est que le cheval plonge ce regard dans le vôtre le plus longtemps possible. Au début, c'est quelques secondes parce qu'évidemment, il n'a pas l'habitude. Et petit à petit, on va venir rallonger ce temps. Et petit à petit, le cheval va y trouver du positif, du partage, du réconfort. On revient à la valorisation. Le pli, de nouveau, tout dépend de la façon dont on le fait. Si vous me faites un pli en tirant sur la longe, en faisant céder votre cheval, en lui donnant un bonbon, sans avoir le regard, sans le féliciter avec votre voix, avec votre réelle intention, ça ne sert à rien. Je vais tout de suite vous montrer un petit exemple ici avec Abantos, où on fait un exercice assez compliqué à distance. Du coup, on avait préparé cet exercice d'abord en marche avant, et puis après on change et on fait le même exercice en marche arrière. Et donc le but, c'est de venir reculer, d'abord droit, et puis ensuite en tournant en arc de cercle, et en venant toucher, en venant pousser des cônes sur son tracé. Et donc comme c'est à distance, bah là, si j'ai pas la bonne voie au bon moment, là clairement c'est raté, parce qu'on va donc alterner un travail un petit peu plus sérieux avec le reculé, alors toujours évidemment on cherche l'amusement, le partage, etc., mais donc une voie d'interpellation un petit peu plus assise, un petit peu plus demandée pour le recul, avec un jeu d'éveil où on va venir relâcher, on va venir jouer sur le cercle, et puis tout de suite savoir se remettre dans le mouvement à distance juste à la voix, repartir en reculé, repartir en concentration, et puis paf, revenir relâcher avec un jeu d'éveil où on vient pousser. On pousse. Ouais, super. Ça c'est très bien. Pousse. Okay. Stop. Donc là, à la fois, c'est un petit jeu de target, et à la fois, c'est un petit test pour voir si j'arrive à demander à Abantos à se concentrer, à venir reculer, à faire donc quelque chose qui demande vraiment de la concentration, et qui est pas forcément non plus la montagne du fun, hein, voilà, c'est plus drôle de venir pousser un cône que de venir reculer, on s'entend, même si on le fait toujours dans la communication, etc., même si on essaie toujours de rendre ça ludique, un moment un petit peu plus de concentration, de sérieux, entre guillemets, et puis tout de suite derrière, on vient relâcher, on vient pousser le cône, et puis tout de suite derrière, savoir se remettre à distance dans le travail, entre guillemets, venir reculer de nouveau, et puis paf, on vient relâcher. Et ça, clairement, si je suis pas juste dans ma voix, si je suis pas juste dans mon énergie, dans mon intention, j'ai un cheval qui va reculer indéfiniment, qui va reculer, s'arrêter au cône, qui va le pousser, mais qui repartira clairement jamais dans le reculer, parce que ma voix leur a complètement relâché, et qu'après, si j'ai pas la bonne voix, la bonne intention derrière pour leur faire repartir, eh ben c'est foutu. Et si je m'agite, qu'est-ce qui va se passer ? J'ai un cheval qui va soit tomber dans la décontraction encore plus, soit s'énerver et puis me dire écoute, si tu t'agaces, moi je vais brouter sur le bord de la piste. Très important aussi à ce moment-là, l'intention, hein, ça je vous l'ai dit, l'énergie, l'intention que je mets. Là c'est vraiment de la dentelle, c'est un truc vraiment très précis, parce que à un moment donné, je voulais donc qu'Abantos pousse le premier cône sur le plot mauve avant d'aller au cône sur le plot bleu, et il allait souvent en direct jusqu'à ce plot bleu, il m'a fait ça 2-3 fois, et je me dis mais pourquoi il me fait ça ? Puis tout à coup, j'ai compris, parce que je le guidais avec ma voix, avec mon énergie, vers le plot mauve,
Mais quand je lui proposais le pouce pour le plot mauve avec ma joie, dans ma tête, dans mon corps, dans mon énergie, je regardais déjà le plot bleu. Parce que je me disais, oui, on va venir pousser ça, mais il faut déjà que tu te mettes bien, tourner déjà un petit peu pour te préparer à aller après sur le plot bleu. Parce que clairement, si la position est mauvaise à cet endroit-là, on va galérer après pour aller sur le plot bleu. Quand je vais te demander de re-reculer, il risque de partir tout droit, ou d'être pas assez incurvé pour arriver vers le plot bleu. Donc du coup, j'étais vraiment focalisée en me disant oui, on va venir pousser ce cône sur le plot mauve, mais j'essayais en même temps de visualiser comment il devait se mettre pour pouvoir bien arriver ensuite sur mon second plot. Là de nouveau, j'étais trop dans le contrôle des pieds. Au final, si mon objectif est clair, ça sera clair pour Abantos aussi, et c'est lui qui va se débrouiller, c'est lui qui va s'auto-gérer pour arriver correctement sur ce plot. Et c'est pas à moi à commencer à dire « Oui, mais alors faut que tu te places comme ça parce qu'après on va aller là. » Parce que ça n'a aucun sens pour le cheval. Hein. De nouveau, se remettre dans la tête du cheval, ça a du sens pour l'humain, ça n'a aucun sens pour le cheval. Donc à partir du moment où j'ai lâché prise et où j'ai dit « Ok, on va faire que le plot mauve. » Et puis après on verra. On recule le plot mauve, on pousse le plot mauve, et après on voit. Après on voit comment on est. Je me stoppe complètement avec ce plot bleu. Passage suivant, vous allez le voir, j'ai pu tout enchaîner d'un coup. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai bien fait juste mon plot mauve, mon attention, mon énergie, ma voix, juste là-dessus. Oh, j'ai relâché, ok. Et puis après, je lui ai dit, recule, en me projetant maintenant vers le plot bleu, en mettant mon intention vers ce plot bleu, et Abantos, complètement en autonomie, il s'est redressé, il s'est tourné pour aller en reculant vers ce plot bleu, et j'ai pas eu besoin de le préparer ou je ne sais quoi. Et c'était au final beaucoup plus clair que lui. Plot mauve, on fait ça bien, et puis plot bleu, on fait ça bien. Et puis c'est tout en fait. Recule. Passe au premier, juste au premier, juste au premier. Parfait, on Pousse. pousse. Alors on est bon. Super. Et on recule. On recule. Parfait. Super. Et du coup ça a coulé. L'exercice c'était d'une simplicité enfantine. Il m'a fait ça comme s'il avait toujours fait ça, alors que ça faisait 2 fois qu'on buguait, vous l'avez vu sur les images. Donc voilà, on en revient aussi toujours à ça. Pas de contrôle des pieds, pas chercher à contrôler son cheval absolument. On cherche à lui transmettre des intentions claires, mais le cheval, une fois qu'il comprend le but de l'exercice, ça je vous l'ai toujours dit, il va se placer de lui-même pour pouvoir y arriver. C'est comme monter. Une fois que le cheval a compris le but de l'exercice, arrêtez de chipoter, arrêtez d'essayer de le placer comme ci, comme ça. Cherchez juste à décontracter et à sentir comment votre cheval est bien. Plutôt que de vous dire « Oui, mais dans mon livre, on m'a dit il faut que le pli soit de tel degré, etc. » Non. Sentez comment votre cheval est bien pour aller faire cet exercice. Et accompagnez-le dans sa locomotion, dans sa façon d'être. C'est lui qui va trouver comment aller dessus. Et au final, c'est ça aussi la vraie coopération, c'est que vous donnez une idée, et c'est le cheval qui va vous dire, qui va vous montrer comment on peut y arriver. Et c'est ça qui est fascinant avec les chevaux. Moi, je fais souvent un petit peu le même genre d'exercice dans mes cours, dont débutent les premiers cours d'introduction, même venir pousser une balle, etc. C'est un petit peu les mêmes genres d'exercices, c'est jamais fait 2 fois de la même façon. Je vais donner l'idée, montrer le but au cheval, et après j'ai pas 2 chevaux qui vont pousser la balle de la même manière, et qui vont y aller de la même manière. Très important aussi, parce que ça aussi c'est violent de vouloir, au final, mettre le cheval dans un moule, vouloir qu'il respecte absolument vos étapes, votre façon de faire. Non, si vous avez envie que le cheval aille en reculant au plot bleu, il y a plein de manières de le faire au final. Et écoutez votre cheval, c'est lui qui va vous dire quelle est la manière la plus confortable pour y aller. Et de nouveau, votre corps parle beaucoup. Parce que vous voyez, moi j'utilise pas vraiment d'outils, mais rien que mon corps qui se propulsait vers le 2e plot alors qu'on était encore au 1er plot, ça a suffi pour mélanger Abantos. Notre corps parle vraiment. Et donc, on n'a pas besoin au final des aides artificielles. Quand on se rend compte, tout ce que le corps peut dire, peut transmettre, un froncement de sourcils, un ventre qui se relâche, une expiration, tout ça, ça transmet énormément de choses. Et donc, je trouve que la première chose à faire, c'est déjà apprendre à travailler avec ces outils naturels qu'on a et qu'on ne sait pas bien utiliser. Et donc, avant de vouloir utiliser des outils externes en plus, je trouve que c'est important de venir d'abord savoir bien utiliser nos outils. Après, voilà, je suis pas contre de nouveau, même venir utiliser un petit stick éventuellement. Pourquoi pas, voilà, moi je sais que je le fais de moins en moins, mais pourquoi pas. Mais simplement, j'aimerais qu'avant de vouloir se raccrocher à ce stick, on arrive à bien utiliser notre langage corporel. Et une fois qu'on utilise bien ça, ok, on peut prendre un outil. Mais déjà, maîtriser nos outils. Parce que sinon, au final, le stick, c'est quoi ? C'est une béquille. C'est une béquille qui vient cacher le fait que nos outils, on ne sait pas les utiliser. Donc du coup, on vient avec cette béquille.
Et du coup, ça nous coupe aussi de l'observation du ressenti, parce qu'avec le stick, le cheval il est beaucoup plus focalisé là-dessus aussi. Et du coup, on se dit, bon voilà, ça marche, le cheval est plus réactif avec mon stick. Et du coup, c'est quelque chose d'un petit peu artificiel qui vient vraiment se mettre entre le cheval et nous, qui vient couper justement ce dialogue de cœur à cœur. Et ce dialogue de cœur à cœur, c'est vraiment primordial. Encore un petit exemple avec un petit cheval que j'ai travaillé, qui était vraiment très triste, très terne. Et le fait d'ouvrir la communication, d'ouvrir le regard, d'écouter ses tensions, et de venir simplement, travailler avec ses petits plis pour avoir le regard, d'introduire le cône avec la balle, c'est un cheval qui s'est complètement ouvert, qui s'exprime, qui devient sûr de lui, avec un œil plus allumé, qui est un cheval qui n'est plus du tout effacé, qui s'exprime, qui dit même quand il a envie de faire certaines choses. Maintenant, si je pose le cône au milieu de la piste, il y va pas forcément, mais dès que je prends le cône en main, son œil s'allume, et il vient vers moi, il a envie de venir jouer. Et c'est pas pour le bonbon, déjà, c'est les petits bouchons de foin que je donne de temps en temps, j'en donne pratiquement plus maintenant, parce qu'il s'auto-récompense avec ce jeu, parce qu'il est vraiment dans ce système émotionnel seeking, il devient plus sûr de lui. D'ailleurs, maintenant, on va commencer à venir pousser des plus gros objets, Souvenez-vous, Caresse et Abantos, quand ils ont commencé à venir pousser une chaise, à pousser la planche en bois sur laquelle ils marchaient ensuite, au début, ils osaient pas trop. Et puis petit à petit, ils ont commencé à oser. Et donc ça aussi, ça permet d'ouvrir le cheval, de se rendre compte, comme on disait tout à l'heure avec la valorisation, et que le cheval au final devient fier de lui, là c'est pareil. Il va venir pousser, il va pas trop oser, on va l'encourager, il va le faire, puis il va dire « Waouh, je sais pousser ça, moi !» Et sur des chevaux qui avaient pas trop confiance, qui osaient pas trop, et ça leur fait prendre confiance en eux. Ils se disent « Je peux faire ça !» Ils sont fiers d'eux, ils deviennent plus sûrs d'eux. Et donc là, avec ce petit cheval, on commence à faire ça, il devient de plus en plus sûr de lui. C'était un cheval où d'autres professionnels avaient essayé de travailler avec lui avant. Ils avaient dit que c'était un cheval froid. Ils avaient essayé le clicker avec lui. Moi, j'ai toujours trouvé que le clicker, justement, c'était quelque chose d'assez froid, mais bref, passons. Et donc, un cheval froid, pas très motivé. Et là, simplement, en réouvrant cette communication avec lui, en le prenant par le bon bout, le cheval, il s'est ouvert, et je peux vous dire que c'est pas du tout un cheval froid. Il dit ce qu'il pense. Maintenant, il est beaucoup plus sûr maintenant dans ses actions, dans ses propositions, et il sait clairement se mettre en avant. Et ça, clairement, les problèmes des chevaux qui ne sont pas en avant, qui ont un problème de mise en avant, c'est très souvent un problème de motivation et ou de confiance. Ça va souvent ensemble. Et justement, c'est en associant le travail au plaisir. Il ne faut surtout pas dissocier le travail du plaisir, pas dissocier le travail de la communication, qu'on arrive à tout ça, qu'on arrive à réouvrir le cheval. En fait, tout ce que je propose à mes chevaux, que ce soit juste pousser une balle sur un cône, comme avec ce petit cheval, ou des choses beaucoup plus compliquées comme avec mes chevaux, c'est juste une manière de communiquer, une manière de partager les choses ensemble, une manière d'ouvrir encore plus la communication, de rendre encore plus le cheval confiant en lui et de rendre encore plus le cheval fier de lui. Donc ça aussi, c'est une idée qu'on a souvent, oui, mais si on veut ne pas être violent justement dans notre communication, autant ne pas travailler le cheval, le laisser au pré. Non, comme je vous disais en début de vidéo, ça peut lui apporter beaucoup. Ça peut lui apporter, on vient de le dire, de la confiance en lui, de se sentir valorisé, de se sentir fier. Des chevaux qui après grimpent souvent dans le troupeau. Après un travail de ce type, c'est des chevaux qui vont avoir une nouvelle place dans le troupeau. Ou qui vont avoir un leadership plus calme, plus apaisé, plus décontracté. On a des chevaux, on va simplement venir travailler pour évacuer les tensions. Et c'était des chevaux qui venaient mordre les autres, qui venaient avoir des conversations très agressives. Et après ce travail, c'est des chevaux qui vont venir être complètement apaisés, qui quand ils vont retourner dans leur troupeau, ils vont être « Oh non, moi maintenant j'ai plus besoin de crier sur les autres » et qui vont soit redescendre dans le troupeau à une place qui leur va mieux, où ils ont plus besoin de mordre les autres pour se faire respecter, ou simplement rester à leur place de leader, mais beaucoup plus juste, beaucoup plus sage. Donc oui, le travail peut apporter beaucoup de choses, que ce soit à pied, que ce soit monté. Monter, je vous en ai également parlé, tout le travail qu'on peut faire sur la locomotion, sur la dissymétrie, pour aider justement le cheval à mieux se porter, à mieux se sentir dans son corps. Donc oui, le travail, suivant comment il est fait, il peut vraiment apporter quelque chose au cheval. Mais évidemment, l'inverse est vrai aussi, suivant comment il est fait, il peut aussi être violent par rapport au cheval et venir l'abîmer mentalement comme physiquement. Un autre exemple de violence aussi, et ça qui n'a pas vraiment spécialement à voir avec le travail, l'exemple, un cas réel aussi, ici de quelqu'un que je connais également, quelqu'un qui avait changé son cheval de pension pour quelque temps. Dans cette nouvelle pension, le cheval était avec une jument avec laquelle il s'entendait super bien. Et ensuite, ce cheval a rechangé de pension, a revenu là où il était avant. Et donc il a perdu cette jument avec laquelle il s'entendait très bien.
Et sa propriétaire lui a mis un autre cheval avec lui. Et évidemment, nous en tant qu'humains, on veut bien faire, et ça c'est pas la première fois que je vois ce cas-là. Le cheval perd son copain, donc qu'est-ce qu'on fait? On lui en met un autre, parce qu'on se dit le cheval il peut pas être seul, donc on lui en met un autre. Et qu'est-ce qui se passe? Grosse frustration, grosse tension, gros stress. Le cheval s'est mis littéralement à attaquer ce nouveau copain, et c'était vraiment des conversations de frustration, de tension. Il redirigeait sa frustration d'avoir perdu l'autre cheval sur ce nouveau copain. Non, un copain n'en remplace pas un autre. C'est ignorer vraiment la notion de deuil. Oui, le cheval peut être en deuil, qu'il a perdu son copain parce que le copain a pu être décédé, ou parce que le copain est parti ailleurs. C'est un moment qui peut être compliqué, et donc oui, ça peut amener un cheval du coup à être agressif avec le nouveau copain qu'on met. Et du coup, ce cheval-là, c'était un cheval qui était du coup vraiment mal dans sa peau, avec lequel il faut également rouvrir la communication. Il ne fait plus du tout de contact naso-nasal, donc ça, quand un cheval ne fait plus de contact naso-nasal et qui ne fait plus non plus le bonjour avec l'humain, ça, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de tension à évacuer. C'est un cheval qui faisait tout à fait bien le bonjour avant, qui ne le fait plus du tout, et qui ne vient plus non plus vers l'humain. Voilà, il y a un mal-être, il y a un mauvais ressenti, voilà, suite à cette perte. Il sait pas ce qui s'est passé, lui dans sa tête, on lui a enlevé un copain, on lui en a remis un autre, il n'a pas pu faire son deuil, et donc là aussi, c'est toute une communication à venir réouvrir, et surtout à venir vider tout ce qui est tension, venir permettre au cheval de s'apaiser dans cette phase de deuil. Donc voilà, comme vous le voyez, les chevaux, c'est bien plus complexe que ce qu'on peut le penser. Oui, ils vivent des émotions parfois très très fortes, et c'est pas de l'anthropomorphisme de dire que oui, les chevaux peuvent vivre le deuil également. C'est quelque chose qui s'observe également dans la nature, et pas uniquement chez le cheval, chez d'autres mammifères également. Et si nous, dans notre cerveau d'humain, ça fait du sens de se dire, bon voilà, on lui met un autre copain, ça va remplacer, ça va faire autre chose, dans un cerveau de cheval, non, ça ne remplace pas du tout. Et donc toujours le but, c'est de comprendre pourquoi le cheval est dans cet état-là. Et une fois qu'on comprend pourquoi, on sait comment on peut l'aider. Et comment on peut ensuite permettre au cheval de se révéler à lui-même. Vous voyez que, comme je vous l'ai dit dans déjà plusieurs vidéos, la décontraction, c'est vraiment à la base de tout. Clairement, là, si j'ai pu aborder cette séance avec le feu, avec mes chevaux, c'est parce qu'on a la décontraction. Je sais qu'avec mes chevaux, je peux avoir la décontraction très très vite. Je peux très vite les ramener dans le calme. On travaille depuis très longtemps là-dessus. Avec un cheval avec qui j'ai pas encore beaucoup travaillé sur le chapitre de la décontraction, je sais très bien qu'il va pas relâcher dès que je vais me relâcher. Il va pas synchroniser tout de suite avec moi, parce qu'on n'est pas encore assez connecté, on n'est pas encore assez dans le lien, ça va pas se faire en un claquement de secondes. Donc clairement, je ne vais pas venir sur un travail de feu comme on a fait là, même si c'est une toute petite flamme, même si c'est un tout petit truc, parce que je pourrais au contraire traumatiser le cheval, parce que j'arrive pas à le faire redescendre assez vite. Donc voilà, ne brusquez pas les étapes, la décontraction avant tout. Comme je vous l'ai montré déjà dans plusieurs vidéos, d'abord en proximité, et puis à distance. Si vous arrivez à avoir cette décontraction à distance, quand vous soufflez, si votre cheval souffle aussi, si quand en extérieur, quand vous vous détournez de quelque chose qui l'inquiétait, il se détourne aussi et vient souffler avec vous, voilà, c'est bon signe. C'est que vous arrivez à avoir cette décontraction rapidement. Si par contre, il vous faut 2 tours de piste pour détendre votre cheval, là clairement, c'est qu'on n'y est pas encore. Et apprendre la décontraction, je le répète ici, ce n'est pas éteindre la fougue, la joie du cheval, la jeunesse, non. C'est important dès le plus jeune âge d'apporter des outils de décontraction au cheval pour pouvoir justement lui apprendre à gérer ses émotions et retourner au calme. Et pour pouvoir justement que les moments de jeu soient des vrais moments de jeu. Ça aussi, je vous l'avais dit dans la vidéo où on parlait des photos avec Abantos, du photoshooting, où je vous avais montré les images, la différence entre le vrai jeu et le faux jeu. Un cheval qui joue vraiment, c'est un cheval qui le fait par choix, puis surtout qui est décontracté quand il le fait. Si on a les naseaux pincés, les muscles tendus, là c'est un cheval qu'on a poussé à jouer et qui au final il nous rend que de la tension. Et donc c'est pour ça qu'apprendre la décontraction, ça permet au cheval de savoir revenir rapidement déjà dans le calme, mais aussi de pouvoir profiter pleinement de ces moments de jeu dans une véritable décontraction avec nous. Et également, ça c'est très très violent également, et ça je pense que c'est vraiment le pire quand on a un cheval qui stresse comme ça en extérieur, quand on n'arrive pas à venir rassurer. Le pire truc, c'est de dire « mon cheval stresse dehors, mon cheval est en peu surdévaluation sur quelque chose qui l'inquiète, je vais lui demander de reculer ou de chasser les hanches ».
Et donc là, en fait, vous le punissez en quelque sorte, vous lui rajoutez de la tension à sa première tension de base. Le cheval est stressé, il est sur quelque chose. Et de nouveau, c'est un petit peu comme les changements de focus qu'on fait tout le temps, en envahissant le cheval pour lui demander remets-toi sur moi, remets-toi sur moi. Bah là, c'est pareil, votre cheval stresse, il regarde quelque chose en extérieur, vous regardez même pas ce qu'il regarde, et tout de suite, paf, chasse les hanches, recule pour lui faire penser à autre chose, pour le remettre dans le travail. Qu'est-ce qu'il fait? Il associe encore plus votre travail à du stress, à du négatif, et en plus vous lui sortez pas du tout de sa tension, vous lui en rajoutez une. Donc vous pouvez avoir un cheval qui va venir céder, mais vous pouvez avoir un cheval qui au contraire va venir complètement exploser parce que vous l'envahissez. Donc attention à ça, c'est vraiment un comportement violent que je vois très très souvent. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous aussi, vous voyez d'autres comportements violents autour de vous qu'on a vraiment banalisé et où on ne se rend plus vraiment compte que c'est violent. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, ça me fait toujours vraiment plaisir d'échanger avec vous. Voilà, on a le join-up évidemment, bon ça je pense que c'est un petit peu évident pour tout le monde. Dès que la fuite est bloquée, le cheval n'a pas d'autre choix que se soumettre, et c'est de là malheureusement que peuvent naître beaucoup de traumas. Et également un autre exemple encore ici, ça rejoint un peu ce que je vous disais en début de vidéo avec la négociation du contact, toujours venir reculer quand il y a tension. En cas d'anxiété de séparation, un cheval qui stresse quand on quitte les copains, évidemment, on ne cherche pas à le forcer à aller plus avant en disant « Ah bah voilà, il va voir que plus loin ça va bien, ça va lui passer ». Non. Pareil, on y va progressivement, on vient en négociation, on vient relâcher dès qu'il y a une tension. Tension, parce que le cheval il est trop loin de son copain, on revient dans la zone de confort. Exactement pareil qu'avec la flamme, où je me reculais dès que le cheval avait une tension. Là, les gens souvent... Dans cet exemple, justement, avec la torche où le cheval a une tension, on recule, les gens ils ont tendance à se dire « Ouais, là c'est pas mal ». Mais par contre, quand on leur dit si ton cheval stresse parce que tu l'éloignes du copain, et dès qu'il y a tension, tu reviens vers le copain, tu reviens dans la zone de confort avec ton cheval, les gens se disent « Oh mais non, mais là, ça va lui apprendre la mauvaise habitude que justement, dès qu'il stresse, on revient et donc du coup il va stresser tout le temps, comme ça on revient près du copain ». Et non, c'est exactement le même principe qu'avec cette torche où il y a tension, on recule. Et là c'est pareil, il y a tension, on revient près du copain. Et on va agrandir cette zone de confort progressivement, mais en venant toujours partir de cette décontraction. On va un petit peu plus loin, il y a un stress, on revient. On va un petit peu plus loin, il y a un stress, on revient. Et on l'agrandit comme ça, pas par pas. Et c'est beaucoup plus durable. On peut s'aider évidemment d'un petit jeu d'éveil en plus également, mais attention à toujours placer à cette limite de la zone de confort et pas plus loin. On vient valoriser, on vient encourager le cheval et vous verrez que ça va aller très très vite. Toujours revenir au confort, que ce soit avec le feu comme on a vu tout à l'heure, mais également avec l'anxiété de séparation. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez de nouveau appris des choses avec nous. Comme je venais de vous le dire, j'attends un petit peu que vous me dites aussi en commentaire des comportements que vous voyez un petit peu autour de vous qui sont violents sans en avoir l'air. Et voilà, de nouveau, je le répète, pas de stress, on fait tous des erreurs, on en fera encore, ce qui compte juste, c'est d'en être un petit peu plus au courant, de se rendre compte un petit peu plus. Maintenant, être violent avec son cheval sans le savoir, on l'a tous fait, ça sert à rien de se flageller avec ça, ce qui compte, c'est toujours d'essayer d'aller vers un mieux, d'aller vers plus d'écoute, etc. Mais de nouveau, l'erreur est humaine, et nous ne sommes pas parfaits. Donc voilà, on se retrouve en commentaire. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.